Thibaut, bonjour. Très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, on va parler d'un sujet qui fait jaser, parce que d'abord, c'est un sujet très transverse à nos domaines de la data, de l'IA, mais pas que. C'est la souveraineté. Alors, on va la définir, on va voir à quoi ça ressemble, et on va peut-être essayer de conclure et savoir si en France, on a un espoir de souveraineté. On verra peut-être d'ici la fin de cet épisode. En tout cas, bienvenue ici. Et puis, écoute, je te laisse te présenter. Merci Stéphane, merci pour ton invitation. Très heureux de participer à ton émission. Et effectivement, en quelques mots, alors, pour me présenter et puis aussi pourquoi je parle d'IA souveraine en ce moment, je travaille chez KPMG, donc sur plutôt le secteur des services financiers, qui est un secteur qui s'intéresse beaucoup à ces enjeux, qui a des données assez sensibles, des données bancaires, des données de santé. Et c'est quelque chose qui m'a amené à m'y intéresser. Pour parler rapidement de mon parcours, moi, donc, je suis venu donc, à la data par le métier, en travaillant donc, notamment dans le secteur de l'assurance, pour des directions marketing, pour des directions financières. J'ai ensuite donc, eu une vision un peu plus globale. J'ai travaillé chez Ornica, où j'ai monté donc, une équipe data dans le cadre du lancement d'une produit d'assurance d'Ornica. Ça m'a permis de voir un peu tous les enjeux. Puis j'ai commencé à faire du conseil, d'abord donc, plutôt dans tout ce qui était marketing, pour Converteo, un acteur spécialisé en digital, CRM, médias. Et puis plus récemment, donc, pour KPMG, au sein de leurs équipes data IA, où on se pose ce genre de questions pour accompagner des acteurs sur leur stratégie client, leur stratégie data et aussi leur stratégie IA. Et c'est une problématique qui revient beaucoup. Moi, je l'ai vu sous trois axes. Je l'ai vu donc sous l'axe effectivement de ce secteur sur lequel je travaille, avec des schémas directeurs, des architectures qui commençaient à intégrer ce genre de solutions, des acteurs, des grandes banques qui parlaient de l'intégration de l'IA souveraine dans leur stratégie IA. J'ai vu sur un deuxième axe qui m'a pas mal intéressé ces derniers mois, ces 2 dernières années, qui est celui de l'IA de confiance. Et on voyait qu'au-delà de l'IA de confiance, commençait à se poser ce genre d'enjeu. Et un troisième axe qui est un peu comme citoyen, comme individu, en participant donc à des salons, en voyant tout ce qui se disait au niveau de l'offre. Je pense notamment au salon Big Data IA de cet automne, où j'ai commencé à rencontrer des éditeurs qui me parlaient de cloud souverain, insister sur sur l'importance de ce sujet et vraiment de ce qui pouvait être fait désormais. Et puis, comme simple vraiment citoyen, simple observateur, sur ce qui a pu se passer récemment, je pense notamment au début de l'année, toutes les crises internationales donc, autour du Groenland, avec la menace donc, du président Trump d'exécuter un key switch, en fait une interruption des services numériques à destination donc, des acteurs européens qui se posaient donc, aux États-Unis sur ce conflit. Donc, on peut aussi parler de ce qui est en train de se passer malheureusement en ce moment avec l'Iran, avec des frappes sur des infrastructures. On peut parler aussi donc, des conflits commerciaux l'année dernière. Et parce que c'est tout ça aussi, en fait, vraiment la souveraineté, c'est le fait d'être exposé au-delà des enjeux de sécurité, au-delà des enjeux de maîtrise, tout ce qui peut être FinOps et MLOps, au-delà des enjeux donc, de conformité, à des décisions géopolitiques, à des grandes orientations stratégiques d'autres acteurs avec lesquels on n'est pas forcément aligné, des juridictions avec lesquelles on n'est pas forcément aligné. Et donc, c'est des différents éléments dont je propose de parler aujourd'hui. Écoute, tu l'as nommé, en fait, nos amis américains ont changé les règles du jeu et je pense que ça a activé, ça a ravivé les conversations et il y a une sorte de priorité maintenant. On en a toujours parlé de la souveraineté, mais aujourd'hui, c'est devenu, ils peuvent, en gros, ils peuvent couper le robinet quand ils veulent, c'est ça, et ça nous mettrait dans une situation terrible. Il y a plusieurs axes, mais oui, pendant très longtemps, en fait, la souveraineté, c'était un débat d'experts. C'est-à-dire et c'était un débat notamment de juristes ou éventuellement de DSI sur des enjeux d'architecture, mais on parlait plutôt de la confidentialité. Où sont mes données? Est-ce qu'elles risquent d'être notamment donc, déplacées ailleurs en dehors du continent européen? C'était très souvent lié à la conformité au RGPD, notamment, le fait qu'on demande à ce qu'un certain nombre de données soient stockées sur le continent européen. Mais de plus en plus, on pose d'autres questions qui sont assez nouvelles. Est-ce qu'il pourrait y avoir une coupure du service ou une suspension des licences ou tout simplement des droits de douane tellement importants que l'utilisation donc, de certaines solutions n'est plus viable? Voilà, ça, c'est vraiment des possibilités qui deviennent très concrètes. Je vais citer Sens, qui est un éditeur, une joint venture entre Thales et GCP, qui édite notamment donc, des solutions donc, dites de cloud de confiance, qui a évoqué que récemment, certains de leurs clients leur avaient demandé combien de temps ils pourraient tenir en cas de coupure complète.
et notamment quelque part de fork de séparation avec GCP, et ils ont évoqué le chiffre de 12 mois. Donc au-delà de cette affirmation, c'est le fait qu'ils en aient parlé, le fait qu'ils communiquent ces chiffres, dit quelque chose. Pendant très longtemps, en fait, on ne se serait pas posé la question, et ça devient un enjeu de décideur. Et puis ça devient aussi un enjeu, même aussi de long terme, puisque c'est la question finalement de l'agenda. Je commence à déployer un modèle. Est-ce que un modèle d'IA, par exemple, je commence à utiliser ChatGPT, le fait que le modèle évolue très régulièrement dans une direction sur laquelle je n'ai aucun contrôle, alors même que l'IA devient de plus en plus importante dans mon activité, et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup par ailleurs, ça pose vraiment une tension. C'est très important, je le mets partout, et en même temps, j'ai pas forcément la main sur ce que ça va devenir, sur ce que c'est en train de donner. Ok, très Peut-être un bien. mot sur la souveraineté, parce que c'est un point qui me semble important, c'est que souvent, c'est une question donc, de périmètre. C'est-à-dire que la souveraineté, ça commence au niveau de l'entreprise, à quel moment elle a la main sur ces données. Ça s'affirme aussi au niveau des pays, de plus en plus au niveau du continent. Donc on raisonne beaucoup désormais à l'échelle européenne, avec des grandes réglementations européennes. On y reviendra, mais c'est un endroit sur lequel on a la main. Mais c'est quelque chose qui existe aussi ailleurs. Des pays comme l'Inde ont leur propre réflexion sur la souveraineté, y compris par rapport à des éditeurs européens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en global, c'est qu'on était dans un monde qui était très plat, où en fait, on utilisait tous un peu les mêmes solutions dans le cadre d'une mondialisation technologique. Et aujourd'hui, on commence à voir des pôles géopolitiques, des pôles de souveraineté, qui se replient un peu sur eux-mêmes et se disent, si jamais il se passe quelque chose, est-ce que j'ai la possibilité de diverger, d'avoir la main sur mon avenir? Donc aujourd'hui, en tout cas, avec un pôle autour de l'Union européenne, en ce qui nous concerne. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qui avait pu se passer avec le Covid au niveau des vaccins. Ok, très bien. Donc, bon, tu as préparé quelques slides. Je te propose d'avancer. Et est-ce qu'on a besoin de repartir sur les définitions? Oui, je pense qu'on peut commencer par ça. Donc, j'ai effectivement évoqué ces différents niveaux de la souveraineté, la question de la souveraineté. On peut peut-être aussi revenir sur les risques associés. Donc, la première question, donc, c'est la question de la souveraineté des données. Et c'est tout ce qui va être le risque juridique. Le risque juridique, il va surtout s'appliquer là-dessus. Le plus connu, c'est donc le Cloud Act, qui permet aux autorités américaines d'obtenir l'accès à des données, et en fait que des données soient transférées vers les États-Unis, en l'occurrence, quel que soit leur emplacement physique, à partir du moment où c'est une entreprise américaine qui les gère. Ouais. Donc ça c'est assez large comme scénario. Ça veut dire aussi notamment que tout éditeur européen qui utilise un sous-jacent cloud américain est vulnérable à cette législation. Ouais, effectivement. Donc, on peut être utilisateur d'un logiciel et puis en fait, derrière, on ne sait pas que c'est AWS et que ces données peuvent partir. Et ça se ferait sans notification aucune. Le client ne serait pas forcément informé. Ouais, d'accord. On a eu le cas d'OVH Cloud récemment, mais pas avec les États-Unis, avec le Canada. En fait, le gouvernement canadien qui a imposé à OVH France d'ouvrir les portes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'avait frappé à ce moment-là. Et je ne sais pas où Non, je ne l'avais pas vu. les conversations, mais effectivement, donc il y a les USA, mais aussi le Canada qui est dans la boucle. Oui, là, je parle beaucoup des États-Unis parce que on utilise beaucoup de solutions américaines et qu'ils ont un droit qui est assez fort, si je puis dire, mais globalement, ça pourrait se poser avec n'importe quel acteur. Il y a de plus en plus d'utilisation de solutions chinoises en Europe, et j'imagine que la question se posera de la même manière. Ouais, très clair. Le deuxième axe, c'est celui dont on a parlé, c'est celui de l'interruption de service. Et le fait qu'on puisse se dire, tiens, du jour au lendemain, je ne peux plus faire tourner mon activité. C'est en fait un véritable enjeu de disponibilité, puisque derrière, donc, du coup, donc la chaîne de valeur, donc on va en parler, mais la chaîne de valeur cloud, données, IA, ça peut aussi s'appliquer à des outils comme de la bureautique, par exemple. Eh bien, c'est toute l'activité des entreprises qui pourrait être impactée, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus effectivement du papier et du crayon, on est outillé en outils numériques. On a aussi donc maintenant des IA qui tournent à notre place, en partie pour certains protocoles. Et donc, s'ils arrêtent de marcher, ça pose un certain nombre de questions. Donc là-dessus, il y a des législations américaines qui leur permettent techniquement d'augmenter les droits de douane, qui leur permettent techniquement d'interrompre des services, de modifier les conditions de service qui peuvent être assez impactantes, effectivement. Ouais, d'accord.
Et puis le troisième, c'est la souveraineté, j'en ai parlé, mais donc le fait qu'on ait la main ou pas sur notre avenir technologique. On va revenir, mais on a des acteurs qui font du cloud, qui font de la data, qui font de l'IA. On voit quand même que quand on regarde les benchmarks, quand on regarde en fait finalement les acteurs les plus en pointe, l'Europe n'est pas forcément aussi avancée, autant mis en avant, et que les vrais acteurs qui sont le plus souverains, c'est plutôt les États-Unis et la Chine, et de plus en plus sur toute la chaîne de la souveraineté. Alors, ouais, le commentaire que je pourrais faire là-dessus, c'est que ça a commencé quoi, il y a 30 ans. J'ai l'impression qu'on s'est laissé endormir, tu sais, un petit peu comme la grenouille qu'on fait chauffer. J'ai l'impression que c'est arrivé Oui. pendant 30 ans. On n'a pas réagi. C'était confortable d'utiliser la solution ou les solutions des autres. Et puis il n'y a pas un petit côté, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on répondra à cette question plus tard dans l'épisode? Je sais pas. Mais c'est arrivé comme ça, par paresse, non, de notre côté? Il y a eu des grands choix qui ont été faits, des choix d'investissement ou de sous-investissement. Ce qui est vrai, c'est que jusque dans les années 80, on était quand même, l'Europe était quand même un grand acteur de l'informatique. Et des entreprises comme Boule, enfin, on avait des acteurs dans les réseaux, des acteurs effectivement dans le matériel, beaucoup d'acteurs effectivement aussi dans le logiciel. Et donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup estompé au fur et à mesure, et notamment, je dirais, avec une accélération au début des années 2000. Je Mmh. pense l'ADSL, l'Internet grand public, au moment où des acteurs comme Amazon, Google commencent vraiment à être adoptés partout par le monde, et où on voit, si on prend par exemple les moteurs de recherche, tous les moteurs de recherche européens qui disparaissent ou presque. Et c'est là vraiment qu'on commence qu'une offre souveraine est apparue, parce qu'en fait, finalement, ça devenait le petit poussé, enfin le petit village gaulois face effectivement donc, à l'offre majoritairement américaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur beaucoup de domaines. Le cloud computing, c'est effectivement les années 2000. Et c'est pareil, ça a été très, très, très rapidement, donc plutôt AWS, plutôt une offre américaine qui a été adoptée. Ouais, effectivement. Je pense qu'on aurait pu, enfin, c'est une question qui est un peu difficile, que je ne pense pas pouvoir trancher dans les médias, mais ça a été une suite de rendez-vous manqués. Et là, je voudrais parler de l'IA, parce que se pose la question d'aujourd'hui de savoir si c'est malheureusement un autre rendez-vous qu'on va manquer, ou si on a la possibilité de procéder différemment, Mmh. et au moins de faire un peu changer cette trajectoire par rapport à ce qu'on a pu voir il y a quelques années sur le cloud, sur le web. Ouais, effectivement. Donc on reparlera peut-être de la Chine aussi, tout à l'heure. J'ai quelques questions à te poser, là-dessus. Avec plaisir. J'ai une slide que je voulais évoquer, moi, c'est sur la chaîne vraiment de valeur de l'IA, en fait, toutes les couches qui séparent un utilisateur quand il utilise un modèle de ce qui permet de la faire fonctionner. En fait, le fait que la souveraineté, ça se retrouve sur chacune de ces couches. Ce qui est le plus évident, c'est vraiment le modèle. J'utilise le chat de Mistral, j'utilise le chat GPT. Mais derrière le modèle, il y a beaucoup de choses. Il y a qui a entraîné ce modèle, avec quelles données d'entraînement, tout ce qu'il va y avoir autour, les modèles, toute la partie MLOps, la couche logicielle, les API, les outils d'IA de confiance, par exemple. Et puis, si on redescend, il va y avoir les données, donc les données qui vont alimenter le modèle, les données qui vont être générées lorsqu'on va l'utiliser, toutes les données en fait, un peu de l'entreprise. On a vu que c'est là que s'appliquaient notamment donc, les notions juridiques, les notions d'accès à l'information. Et puis, le côté physique, vraiment tout ce qui va être infrastructure, cloud, data center, GPU, réseau. Mais on peut descendre encore plus bas, parce que derrière, on va être sur des microprocesseurs, on va être sur des ressources, de l'électricité, des terrains. Et ça, c'est un des premiers éléments que je voulais évoquer. Il y a peu d'enjeux de souveraineté totale envisageables en Europe, parce que notamment, donc même si on arrivait en fait à recréer une partie de cette chaîne, pour l'instant, nous ne produisons pas nos microprocesseurs. Il y a une vraie dépendance avec un certain nombre de fondeurs, notamment Taïwan, et donc des acteurs comme Nvidia notamment, et donc même des éditeurs qui investissent beaucoup sur une offre souveraine, généralement vont avoir des composants américains ou des composants en tout cas extra-européens à un moment ou à l'autre. C'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément exiger. Aujourd'hui, on va être sur des niveaux de souveraineté et souvent sur certaines étapes de cette chaîne. L'idéal, c'est effectivement que ce soit le plus souverain possible, si on veut, en tout cas, si on constate que c'est un enjeu sur le maximum de la chaîne. Mais en tout cas, il faut vraiment doser cette vision.
D'accord, On donc peut avoir... souveraineté Oui, totale, elle est exclue aujourd'hui. à ce stade, oui. OK. Pour vraiment changer, il faudrait qu'on se mette à fondre nos propres puces, il faudrait qu'on arrive à être au même niveau. On a des secteurs vraiment du microprocesseur en France, comme ST Microelectronics, mais ils ne sont pas du tout sur le même niveau de finesse. Il faudrait en fait investir des sommes assez impressionnantes pour y arriver. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. On a notamment des entreprises comme ASML qui font les machines qui permettent de faire euh, qui sont utilisées par les fondateurs, qui permettent de faire les microprocesseurs. Mais pour l'instant, on voit qu'on ne maîtrise pas une partie de la chaîne. C'est pareil pour les terres rares. J'entends des débats sur la réouverture de certaines mines de lithium par exemple, le fait de pouvoir les traiter. Pendant très longtemps, la France était un gros acteur en fait, du traitement des terres rares. Et donc, c'est des compétences qui pourraient revenir. Mais là, dans l'immédiat, aujourd'hui, en 2026, c'est plutôt un enjeu. Ouais, et a priori, le petit commentaire que je voulais faire sur la Chine, c'est qu'on leur a coupé les vivres, ou du moins, Trump leur a coupé, l'accès à pas Hum. mal de technologies. Et ils ont repris les choses en main, et ils sont Oui, capables de plus en plus d'être souverains. Est-ce qu'ils ont cette souveraineté totale aujourd'hui? Peut-être pas, je j'ai pas tous les détails, mais ils ont pris le taureau par les cornes et ils se sont rendus autonomes sur plein de sujets. C'est ça qui est incroyable, hein. absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple d'application de risque. C'est-à-dire qu'ils ont subi ce risque qui est que les États-Unis ont décidé de restreindre l'accès en fait, à des cartes graphiques pour empêcher l'entraînement ou même le fait de faire tourner les modèles. Et ils ont réagi par plusieurs stratégies. Le fait de développer leur propre filière, le fait aussi d'avoir des stratégies d'entraînement différentes. C'est que par exemple DeepSeek, c'est beaucoup de la distillation de modèles américains qui m'a permis de tourner pour beaucoup moins cher. Donc c'est intéressant. Il y a des stratégies qui se mettent en place. Et peut-être qu'au niveau national ou au niveau des entreprises, c'est la contrainte répétée qui va les amener à diverger. Ouais, d'accord. Donc là, tu notes effectivement il y a le piège du sas embarqué. Effectivement, on pourra avoir comment dire ça, l'impression d'une souveraineté, mais parce que le package intègre effectivement des composants qui ne le sont pas du tout, hein. Oui, c'est à deux niveaux. En fait, déjà, il y a de plus en plus de solutions SaaS de toutes sortes, notamment d'applicatifs, qui vont intégrer l'IA et qui veulent, donc ça peut être le modèle en fait en propre de l'éditeur, mais très très souvent, ils vont faire appel à un autre éditeur IA. Donc, par exemple, aller appeler un modèle OpenAI ou autre éditeur. Et il faut suivre les feuilles de route et avoir conscience de cet élément et que quelque chose qui peut être anodin dans votre schéma directeur peut soudainement créer cet élément de dépendance. Toute chose égale par ailleurs. Et puis, il y a effectivement le sous-jacent cloud. Il y a beaucoup d'éditeurs européens, et notamment si je fais un focus sur la data IA, donc des Colibra, des Talon, des Click, des sifflets, je parle de différents registres dans la data, de l'observabilité, tout ce qui est analytique, qui vont souvent tourner sur de l'AWS, sur du GCP, sur de l'Azure. Il y a quelques cas où ils peuvent tourner nativement sur du souverain, mais c'est plutôt l'exception. Ouais, Et la règle, effectivement. c'est que c'est généralement qu'ils tournent sur la plupart des grands hyperscalers. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ça nous facilite pas les choses, hein. Non, Bon, non, OK. mais parce que pendant longtemps, il n'y avait pas forcément de prise de conscience et pas forcément d'offres. Et on va y revenir, mais en fait, on voit un mouvement, donc à la fois au niveau de l'offre, donc d'un point de vue assez fondamental, et comment le reste de l'écosystème, et notamment des éditeurs de logiciels, s'y adaptent et essayent de faire en sorte de faire émerger un écosystème. Restons positifs, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va y arriver. Sur, je voulais évoquer donc un peu la manière de réagir à tout ça. Parce que là, on parle donc on parle de risque, on parle de l'exposition. Donc, on a vu que c'est effectivement, donc il y a différents types de risques, qu'il y a et que ça concerne différentes couches. Mais pour moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des solutions possibles. Et je voudrais peut-être commencer par parler de la petite boîte rouge à gauche, parce que c'est souvent comme ça que le débat a commencé avec les décideurs. C'est le côté Secure GPT. C'est donc se dire, attention, tout le monde adopte, à l'époque c'était ChatGPT, maintenant c'est beaucoup en ce moment Claude, Gemini. Mes collaborateurs ont pris l'habitude de l'utiliser à titre privé. Ils le font également au travail, mais ça cause des fuites de code, de propriété intellectuelle, il y a des documents qui circulent. Voilà, il y a des problèmes de données personnelles. Et donc, la réponse est souvent donc, de mettre en place des API privées, du Secure GPT. C'est revenu beaucoup là-dessus. Je vais citer par exemple AXA avec son AXA GPT. Voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces dernières années. Et c'est un pied dans la porte de cette question donc, de la souveraineté. C'est
c'est quelque part, c'est une question de sécurité. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de chevauchements entre la question de souveraineté, c'est de la sécurité, de la conformité, mais c'est à part. C'est vraiment de se dire, je vais créer cette coque autour de mon entreprise pour m'assurer qu'elle garde la main sur ce qui se passe et donc qu'elle soit étanche à un certain nombre de changements. D'accord. Quoi qu'il D'accord. arrive, je sais que ma donnée ne bouge pas. Mais après, derrière, on voit qu'il y a d'autres stratégies sur lesquelles on va revenir. Faire appel à des éditeurs européens, faire appel à des clouds européens en intégrant des modèles. Toute la réflexion sur, effectivement, l'open weight, donc les modèles, c'est l'open source, mais spécifique pour les IA, où on n'a pas accès aux données d'entraînement et au code, mais on a les poids, donc on peut déployer comme on veut, on peut fine-tuner. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'extrême sur du on-prem. Ce qui est intéressant sur l'on-prem à droite, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des entreprises européennes, elles sont de facto tout à droite. Il y a encore, là je recite Sens, mais près de 50% dans des entreprises européennes qui ont des data centers qui sont en on-prem. Parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes et en fait finalement donc de ralentissement sur les move to cloud. Parce que je pense par exemple aux mutuelles, des acteurs qui attendaient de voir l'offre changer, qui savaient qu'ils avaient des contraintes, des problèmes de sécurité, des problèmes de conformité, qui ne voulaient pas y aller, tant que les clouds, et donc les clouds publics, n'apportaient pas un certain nombre de changements. Et c'est parce qu'il y avait ces blocages que l'État a lancé, par exemple, en 2021, le label Cloud de confiance. C'est au même moment qu'une offre comme Sens est apparue. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu un début d'accélération sur ces sujets qui culmine aujourd'hui, au moment où le contexte bascule de cette pure question de confidentialité à la question donc, de disponibilité. Mais donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont entre les deux. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande, c'est d'essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de faire varier en fonction des cas d'usage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre toutes mes données marketing sur de l'on-prem ou sur du souverain? Est-ce que je ne peux pas commencer par des choses qui sont très, très critiques, très graves pour moi, par exemple, typiquement les données santé, c'est souvent ce qui revient le plus. Et puis après, voir pour le reste dans un second temps. Les données de santé, d'ailleurs, excellent exemple hébergé dans le cloud de Microsoft. Donc, oui. Ça a fait polémique encore, ça très récemment. Donc, est-ce qu'on arrivera à se débarrasser de ça un jour? Bon, affaire à suivre. Eh bien, c'est en cours. Alors, j'ai vu passer coup sur coup deux nouvelles. Une première qui est que le Conseil d'État, a priori, a validé le fait que ça soit donc, stocké chez Azure. D'une part, mais d'autre part, si je ne dis pas de bêtises, donc le S-Data Hub, l'organisme public qui gère donc, ces données, notamment pour, je crois que ça sert au dossier médical partagé, a lancé un appel d'offres pour donc, considérer éventuellement donc, un acteur souverain. Ouais. Il y a des vrais mouvements en cours. Hein. Si on reparle du privé, il y a Airbus qui l'a fait récemment, qui a lancé en décembre un grand appel d'offres. Donc c'est quand même des choses qui commencent à bouger. Ok. J'ai cru lire qu'on avait signé pour 3 ans pour les données de santé sur le cloud Azure, mais voilà, ça nous laisse 3 ans pour réagir et voir comment faire autrement, effectivement. Oui, bon. ça va pas se faire dans les médias. Mais le fait qu'ils en parlent, le fait qu'il y ait ces réflexions, peut-être que faudrait voir la confirmation de cet appel d'offres. Mais donc, on n'est pas forcément coincé, en tout cas, dans cette configuration. Il y a des alternatives, il y a des options. D'accord. Donc voilà, plusieurs silos et en fait on peut enfin une granularité très différente. Et je suppose que les grands services IT ont peut-être plus la main sur ces choses-là. Elles ont le personnel, les compétences pour gérer ça. Je parle d'une ETI ou un SMB qui utilise des packages tout faits, un ERP tout fait. Quelle est sa latitude? Très peu en fait. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. On va revenir sur les avantages et les inconvénients effectivement de la souveraineté. Pourquoi en faire? Donc, déjà, c'est parce qu'on essaie de dérisquer. Mais derrière, la plupart du temps, l'avantage en fait des solutions extra-européennes, il est double. C'est des solutions qui sont donc très matures, très avancées, avec un vrai confort d'utilisation. Ça, c'est vraiment important. C'est facile à en prendre en main et c'est très bien intégré. Ça, c'est le deuxième point. Tous les systèmes sont intégrés entre eux. On peut avoir des suites complètes. On prend du GCP, on a vraiment tout, c'est facile à mettre en place. Les acteurs ont pris l'habitude de travailler entre eux. On a beaucoup parlé, c'est un moment de modern data platform. Qu'est-ce que c'est si ce n'est en fait des écosystèmes qui ont appris à travailler ensemble de façon très imbriquée. Il n'y a pas vraiment encore de modern data platform souveraine ou
tout se met très naturellement en place et on a besoin de moins de personnel pour le déployer. Ouais, effectivement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait partie des choses qui est en train de changer. Pendant longtemps, c'était très dur de faire du souverain, en tout cas c'est mon point de vue, ça demandait donc, un certain nombre de compétences techniques, ça demandait plus de personnel, c'était plus long, il y a un certain nombre de problèmes, il y avait moins de documentation, il y avait moins de Rex, il y avait moins de prestataires, si vous voulez avoir des prestataires. Sur le marché, il y avait moins de gens avec l'habitude de ce genre de solution, il y a moins de gens ayant l'habitude de faire de l'OVH cloud par rapport à du GCP, par exemple. Et puis, même d'un point de vue commercial, souvent ce que je pense par exemple à un Data IQ qui propose ce qu'on appelle des kits d'accélération, vraiment où on va pour possibilité de déployer très rapidement un cas d'usage. Il n'y a pas forcément l'équivalent, ou en tout cas autant d'équivalents sur ces offres souveraines, même si c'est quelque chose, encore une fois, qui est en train d'évoluer. Ouais, effectivement. Ben, ils ont, comment dire ça, quelques decades, dizaines d'années d'avance dans le packaging et le clé en main, et ça nous apporte un confort terrible. C'est ça, hein, on paye le confort, Oui. mais ok. Bon, bah, c'est très clair. Et c'est un peu, je reviens là-dessus, c'est un peu ce qui est en train de se passer sur l'IA. L'IA, donc il y a l'IA générative notamment, il y a le côté grand public, très simple à prendre en main, mais sur l'IA d'entreprise, en fait, pendant un moment, entre les quelques acteurs qui arrivaient à déployer des modèles open weight, et puis tout ce qui est en train de se passer en termes de packaging, de mise à disposition par des acteurs comme Google avec Gemini, comme OpenAI, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est que c'est facile à mettre en place. J'arrive à l'intégrer dans ma bureautique avec Copilot dans Office, avec Gemini dans Google Workplace, et ça devient naturel. Et c'est ça qui est... c'est ça qui crée cet effet de sentier dont tu as parlé précédemment, sur le fait qu'on se laisse potentiellement entraîner, mais parce que ça semble évident. Ouais. Alors, je regarde l'heure, effectivement, je te propose de continuer, et parce qu'on a encore pas mal de sujets à traiter. Alors, un sujet que je voulais évoquer, qui est important, donc c'est la question de l'offre. L'offre a beaucoup changé ces dernières années, et ça s'est accéléré là, ces derniers mois. Je peux citer quelques dates. Décembre 2025, c'est l'offre de Sens, donc c'est cette joint venture Thales GCP, qui a été certifié Security Cloud, qui est le plus haut niveau donné par l'ANSSI en France, correspondant au niveau de cloud de confiance. C'est-à-dire deux choses, ils sont sécurisés au niveau cyber et ils sont censés être immunes donc tout ce qui va être extradition. On peut citer le fait qu'en janvier, il y a AWS qui est communiqué sur ton offre, donc isolée physiquement, European Sovereign Cloud. Il y a SAP qui a commencé à communiquer récemment, donc ça s'accélère vraiment. On a eu aussi des annonces aussi au niveau de Mistral, de son compute, Mistral Compute. Donc on voit des mouvements. J'essaie de représenter un peu cette offre sur deux axes. Un premier axe qui est effectivement les familles de sujets, l'infrastructure, les modèles, les plateformes. Et puis, il y a un deuxième axe qui est la typologie, vraiment. Il y a des acteurs qui sont purement européens. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont souverains si leur sous-jacent, si par exemple on est sur des plateformes ou des logiciels, et ne l'est pas. Il y a des solutions qui ont essayé vraiment d'aller converger vers de la confiance, donc, notamment avec le Security Cloud. Ça peut être via des acteurs européens, comme par exemple 3D Software, Spot, Scaleway, OVH Cloud, qui ont ou essayent d'obtenir donc, cette certification, ou alors des acteurs de joint venture. Donc j'ai déjà parlé de Sens avec leur offre Prémence. Je peux parler aussi de Bleu ou Blue. Donc c'est une joint venture Orange, Capgemini et Microsoft. On peut parler aussi donc, de tout ce qui va être isolé physiquement. Donc ça, c'est le choix d'AWS. AWS n'a pas fait le choix d'une joint venture, mais donc on est sur des serveurs basés en Europe avec du personnel européen et la possibilité vraiment sur un réseau déconnecté du reste du réseau AWS, qui fait que si jamais il y a une grande difficulté, des conditions géopolitiques, ils ont la possibilité de fonctionner à part, mais ils ne sont pas immunes juridiquement. Et puis, on va voir tout ce qui va être open source, open weight, notamment là au niveau des modèles, mais pas que, parce que si j'essaie de parler à la fois de data et d'IA, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans ces écosystèmes. On peut parler d'Airflow, on peut parler de Metabase, on peut parler des librairies Python comme Scikit-learn. Voilà, c'est des choses qui permettent d'avoir une certaine souveraineté dans une certaine mesure. Je reviens rapidement sur les... Oui, tu voulais évoquer un point. Effectivement, parler de plateformes data IA et puis des acteurs français / européens. Effectivement, on en a quelques-uns et j'essaie de les mettre en lumière au travers d'interviews. Tu vois, tu nommais ici Kestra Data Galaxy, effectivement, qui sont des acteurs français.
Sifflé Oui, aussi, Uwise. Et puis j'ai découvert récemment d'autres acteurs comme Mindflow, un outil d'orchestration d'accord. vraiment, vraiment sophistiqué qui est Ok, développé par une société française. Et puis Windmill aussi, c'est une équipe française basée dans le 15e, Paris 15e, qui a développé un d'accord. orchestrateur. Voilà. Donc j'essaie de les identifier puis de les mettre en lumière, mais c'est pas simple. Est-ce qu'on les connaît tous, nos acteurs français ou slash européens? Ouais. Il y a beaucoup de choix. Souvent, il y a quand même un enjeu de taille critique. Il y a certains qui ont réussi à l'atteindre. Je pense à Dateiku, à Click, à Talem, qui sont très gros. Colibra aussi. Malheureusement, beaucoup d'acteurs qu'on pourrait mettre plus en avant. Parmi ceux que tu as cités, parmi ceux que j'ai présentés, je trouve qu'on a les vraies alternatives. Donc Ouais. ils commencent à vraiment prendre cette habitude. Historiquement, ils travaillent beaucoup avec donc les autres écosystèmes, et notamment l'écosystème américain. Et on commence à voir le fait que ces acteurs travaillent ensemble, et notamment avec les cloud providers européens. Ça, ça mérite, ça mérite une émission dédiée, rien que pour ça, les acteurs français slash européens sur la partie de Oui, la plateforme. je pense qu'il y a beaucoup de choses. Là, je les ai mentionnés parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, il y a quelques exceptions. Clearup, qui par exemple tourne nativement, historiquement sur 3ds Outscale, mais la plupart tournent historiquement sur des providers américains, donc du AWS, GCP et Azure, et c'est en train de changer. Par exemple, Click sera disponible sur l'offre AWS, donc European Sovereign Cloud. On D'accord. a le fait que SAP est en train de construire une offre Sovereign Cloud qui tourne également donc sur AWS, European Sovereign Cloud, et ils sont en train de construire un partenariat équivalent avec Bleu. Des solutions comme par exemple SAP for HANA, une solution applicative très connue, tournera potentiellement à moyenne échéance sur ce genre de solution, sur du Bleu. J'avais par exemple Dateiku ou Sifflé et Colibra qui, a priori, pourraient être installés sur du Sens. Donc, on commence à voir donc, cette possibilité donc, de sortir non seulement au niveau donc, de l'infrastructure, mais aussi au niveau des plateformes de ce genre de contraintes. Et puis, donc, au niveau des modèles, on voit qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Mistral pour les solutions d'entreprise, et qui bientôt pourra tourner donc, sur certaines de ces plateformes, donc certains de ces cloud providers européens. On a rencontré certains qui nous ont dit que c'était vraiment l'intention de proposer Mistral à l'entreprise nativement. Mais toute l'offre open source, et notamment Mistral, est souvent disponible et peut tourner assez facilement donc, sur ce genre de solution. Sur OVH Cloud, par exemple, on peut assez facilement appeler ce genre d'endpoint, assez facilement le déployer. Il y a une offre assez considérable. J'ai vu passer une étude, notamment, qui comparait la performance de ce genre de modèle par rapport au modèle propriétaire. L'écart est pas si prononcé. Il se maintient dans le temps. C'est-à-dire que vraiment, les modèles open source arrivent à maintenir leur niveau de performance. Et il a même tendance à se réduire avec le temps, et notamment sous le poids des modèles chinois. Ouais, d'accord. Et puis tu mentionnes Amilabs qui a fait, ils ont fait parler beaucoup d'eux récemment puisqu'ils ont levé 1 milliard. Et donc c'est Oui, Yann LeCun qui est derrière tout ça. Donc ils s'installent en France, mais pas que. Hein. Je crois qu'ils ont des bureaux, ils ont visé grand tout de suite. Ils ont des bureaux américains aussi et en Asie-Pacifique. Mais il a l'air de vouloir prendre la tête du peloton et en changeant la exactement. donne avec ses Avec world des models. nouveaux types de modèles. C'est Ouais. ça. Et peut-être qu'on sera parmi les premiers, parmi les leaders sur ce genre de sujet. Donc ça montre qu'on peut forcément pas toujours être dans une logique de rattrapage, mais on peut être aussi dans une logique où on est en tête. Rapidement, d'ailleurs, ça pose une question intéressante, c'est qu'il s'est posé la question de sa dépendance capitalistique, en essayant donc de lisser ces différents investisseurs pour ne pas dépendre entièrement, effectivement, de certains acteurs américains. C'est Oui. pareil pour Mistral, qui a levé beaucoup d'argent auprès de SAML, donc d'acteurs plutôt européens, ce qui pose vraiment cette question. Parce que ça peut être un problème. On peut avoir un acteur qui est européen, qui est peut-être potentiellement souverain, mais qui est racheté, ou qui a une difficulté, et donc ça, forcément, qui n'est plus aussi immune, par exemple, au Cloud Act, qu'il ne pouvait l'être auparavant. Ouais. Bah, ça confirme que c'est devenu complexe. La lisibilité de tout ça est relativement complexe. Hein. Oui, et c'est un sujet qu'il faut considérer et régulièrement. C'est pas juste maintenant en fait qu'il faut considérer cette Ouais. question donc, de la souveraineté. Il faudra regarder assez régulièrement si les acteurs en question ont évolué dans un sens comme dans l'autre. Ouais, très intéressant, ouais, clair. Peut-être juste un mot, si tu m'autorises, sur le calendrier. Je vais revenir un peu rapidement là-dessus, mais c'est un point important.
Il y a un certain nombre de textes, et notamment au niveau européen, qui sont parus, qui sont en train donc d'être déclinés dans les différentes législations ou dans les différents secteurs, qui doivent nous pousser à nous intéresser à ces questions. Dans le secteur financier, il y a Dora, donc, qui pose des questions sur la résilience, à quel point je dépends de mes fournisseurs de services critiques, est-ce que j'ai des plans de sortie, notamment. Et donc, une des conditions de la souveraineté, c'est est-ce que je peux, si je voulais demain quitter mon cloud provider, quitter mon fournisseur modèle IA, en avoir la possibilité. L'IA Act, c'est plus sur des enjeux d'auditabilité. Est-ce que je suis capable de rentrer dans le modèle, de voir en fait le niveau de risque associé, de les documenter. Et c'est effectivement plus compliqué si toute cette offre est une boîte noire, et plus simple, notamment avec l'Open White, où on a davantage la main sur ce qui se passe. Et je voulais parler de 2 textes à venir, qui sont assez intéressants. Donc en France, New Cloud, ça couvre vraiment 2 aspects, hein, la partie cyber et la partie juridique, du design des endroits, pour dire est-ce que cet acteur est de confiance et immune aux lois extraterritoriales. Au niveau européen, il a été décidé de couper ça en 2. Et donc, il y a le UCS qui va se concentrer vraiment sur la partie cyber, certification pour un certain nombre de cas d'usage, et un autre règlement qui est en train d'être discuté, qui devrait normalement l'être cette année, le CADA, donc Cloud AI Act, et qui va se concentrer sur les questions de souveraineté. Il y a eu un rassemblement d'une vingtaine de fournisseurs de solutions cloud européens qui ont profité pour écrire une lettre ouverte sur ce sujet, en invitant à cette occasion à remettre en question la notion de cloud de confiance, notamment pour les acteurs hybrides, en disant que, de leur point de vue, ce n'est pas forcément de la souveraineté. Et donc, ce texte sera à suivre, parce qu'il peut rabattre les cartes en termes d'exigence et en termes de définition de ce qui est souverain ou pas au niveau du cloud ou de l'IA. D'accord. Écoute, bon, je découvre ces deux derniers volets. C'est compliqué de naviguer là-dedans. Est-ce qu'il faut être juriste? Il faut avoir un juriste à temps complet pour comprendre et anticiper, faire une veille permanente, hein, c'est ça, j'ai l'impression, hein. Je pense qu'en parler avec son DPO n'est pas une mauvaise idée. Ouais. Ce n'est plus un débat d'experts, ça reste un débat qui demande quand même une certaine expertise. Je pense que je vais présenter comme ça. Juridique, technique. Mais je pense que c'est un peu comme la question de l'IA de confiance. L'IA de confiance, c'était quelque part un débat qui était assez confidentiel. On a vu que ça devient vraiment important au fur et à mesure qu'on déploie de l'IA partout. L'IA souveraine, la souveraineté numérique, c'est le même enjeu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas subir l'IA, on veut pouvoir aborder cette révolution assez sereinement. Ouais, ok. En tout cas, merci pour cette masterclass, hein. Je vois que tu as vraiment bien couvert le sujet. Alors, par où commencer? C'est la petite note d'espoir, c'est ça? C'est ça, je voulais peut-être terminer là-dessus. De mon point de vue, c'est vraiment possible de le gérer si on affronte le sujet objectivement, de manière dépassionnée. Et donc, là, sur ma présentation, je n'ai pas voulu dire que les solutions américaines étaient problématiques ou qu'il fallait absolument prendre des solutions européennes. Et l'enjeu, ce n'est pas de s'isoler techniquement, c'est simplement de voir comment on peut procéder différemment et potentiellement donc, en répartissant le risque. Donc, la première chose à faire, c'est de se poser la question de son niveau d'exposition, donc au niveau de toute la chaîne. Est-ce que j'ai tel modèle? Est-ce que j'ai tel cloud provider? Et puis, derrière les logiciels que j'utilise, quels sont les sous-jacents? Ensuite, finalement, de se dire quelle est sa stratégie. Est-ce qu'on va vouloir diversifier? Est-ce qu'on va vouloir migrer d'un acteur vers un autre dans lequel on aura entièrement confiance? Est-ce qu'on se dit que finalement, c'est acceptable? Et on peut avoir donc, différents niveaux de risque qu'on va accepter et qu'on va ensuite positionner. Les données de santé, non, ça doit aller donc, dans telle architecture. Les données marketing, ça peut aller dans une autre. Et donc là, c'est tout à fait acceptable potentiellement de passer sur de GCP. Ce qui est intéressant, c'est que, et là aussi je vais citer Sens, on sait de leur dire que 75% des entreprises ROS auront, ou déclarent en tout cas, qu'ils auront une stratégie de souveraineté digitale d'ici 2030. C'est vraiment quelque chose qu'ils vont se poser, ils vont se poser cette interrogation et on va la voir venir comme une sorte de sous-jacent de toutes les souverainetés, de toutes les stratégies DSI et stratégies. Et après, on est sur des mesures assez classiques. On conseille de rencontrer les éditeurs, on conseille de lire et de participer à des événements. Il y a de plus en plus de salons d'événements sur la question, organisés par l'éditeur même, mais pas que. Éventuellement de poker, de voir ce que ça peut donner. Par exemple, d'avoir un modèle Open White par rapport à un modèle d'entreprise plus classique.
et après d'organiser vraiment la suite, tout simplement. Est-ce que ça va être des consultations? Est-ce que ça va être de revoir des architectures, de lancer des grands programmes, de le faire de manière plus isolée? Ça dépendra vraiment de chaque acteur. Est-ce que, quelque part, un des grands messages que je veux laisser sur cette émission, c'est de continuer à s'y intéresser. C'est de la veille, c'est de l'intégrer dans sa réflexion, et c'est aussi d'acculturer. C'est un peu compliqué parce qu'on dit qu'il faut acculturer les équipes sur absolument tous les sujets, et ça fait partie des sujets sur lesquels il faut acculturer. Vous utilisez des outils de plus en plus, et ce n'est pas d'autres. Ça a des conséquences. Utiliser OpenAI au travail, ça peut impliquer un certain nombre de choses. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Il faut se poser la question. Ouais, c'est ça, cette veille permanente et puis en parler. Bon, je vois qu'il y a des initiatives qui naissent, donc ça, c'est bravo, bravo pour ça. Et puis, je crois que tu as vraiment très bien cerné les contours de cette problématique. Le mot de la fin, peut-être, aujourd'hui? Le mot de la fin, c'est donc, quelque part, j'allais dire l'espoir. La situation n'est pas catastrophique, mais la situation mérite qu'on se penche sur la question. Donc, vraiment, j'invite les décideurs, les techniciens, les Head of Data AI, les DPO à s'intéresser à ces questions, à regarder ce qui se passe, parce que potentiellement, le contexte international va peut-être changer et on va peut-être oublier ces questions. C'est important de le garder en tête. Le deuxième message, c'est que ce n'est pas binaire, la souveraineté. J'aime bien utiliser l'expression 50 nuances de souveraineté. Et donc, il n'y a pas vraiment une position parfaite et le reste qui est intenable. C'est vraiment de savoir comment on arrive à optimiser sa dépense numérique et à avoir un risque qu'on considère acceptable, pas forcément de perfection là-dedans. Et le troisième élément sur lequel on aurait pu revenir davantage, c'est que tout ça a une conséquence. Tout ça donc, présente un certain nombre de bénéfices. Un des trucs que j'aime évoquer, c'est le côté un peu made in France. C'est bien là, l'équivalent, c'est donc IA souveraine. On voit que le made in France a des impacts sur les habitudes de consommation. Je pense que l'IA souveraine peut aussi aller en ce sens. Mais par contre, ça a des conséquences. Vous devez avoir des profils différents. Vous devez accepter la complexité. Ça peut être un surcoût. On parle souvent de 10 à 20% de surcoût en plus par rapport à une offre plus standard. Si vous êtes prêt à accepter ces contraintes, un peu comme on accepte par exemple d'acheter français pour du textile, ça peut apporter un certain nombre de bénéfices et avoir du sens par rapport à ce qui se passe au global. Bon, en tout cas, merci pour ce message positif. Ne perdons pas espoir, gardons la barre et puis j'espère qu'on se retrouvera avant 2030 pour voir ce qui se passe. En tout cas, Je ne pas. de mon côté, j'essaie de plus en plus de mettre les acteurs français en avant et c'est devenu une habitude de mon côté d'essayer de les identifier et de les pousser. Mais voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de reprendre la main, j'ai l'impression. Mais allez. Un écosystème émergé. Mais ça Absolument. arrivera, je pense. Ça peut arriver en tout cas. Merci en tout cas, merci pour ce brief très complet sur des sujets qui sont complexes, on peut le dire, hein, et qui sont pas faciles à gérer. Pour les grandes entreprises, encore moins certainement. Mais en tout cas, merci d'avoir débroussaillé ces enjeux et apporté un début de réponse. En tout cas, merci et à très bientôt. À bientôt. Reste avec moi, on se retrouve.